C'est tout, 31.12. 2025, nous sommes dans la 4e année, et c'est le 311e jour depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Pour le rapport quotidien de la situation, dans le rapport d'aujourd'hui, nous verrons surtout un retour sur l'année, à la fois sur la guerre en chiffres et sur la chaîne elle-même. Sinon, il y a encore un gain de terrain et une ou deux autres choses importantes. Mais il ne se passe vraiment pas grand-chose aujourd'hui sur le front. En fait, il ne se passe quasiment rien. Les événements ne sont pas signalés aussi vite que d'habitude. Vous savez vous-même, les gens au front ont aujourd'hui aussi mieux à faire que de me fournir continuellement des informations. Le récapitulatif couvrira environ 90% de la vidéo passons aux collectes de dons. Nous avons atteint l'objectif. Chaque donateur qui a participé ici ou dans d'autres actions est vraiment incroyable. Et je suis en train de demander quel a été le don individuel le plus élevé, pour savoir à qui je dois envoyer le drapeau War and Tactic. Mais comme nous pouvons le voir, nous avons de nouveau réussi à mener une collecte de fonds réussie qui sauvera des vies. Chaque véhicule a sauvé environ 100 vies humaines. Nous en avons déjà offert plus d'une douzaine, et maintenant, je crois qu'un deuxième va encore s'ajouter. Comme lors des précédentes actions, c'est vraiment une performance incroyable qui a été réalisée ici. D'autres se fixent toujours des résolutions pour le nouvel an, qu'ils abandonnent peut-être après peu de temps. Eux, en revanche, ont accompli ce que peu de gens font, comme on dit. Aucun de nous ne peut choisir le monde dans lequel il est né, mais nous pouvons tous faire en sorte qu'elle reste telle qu'elle est. L'année se termine donc par une collecte de fonds réussie. Et bien sûr, le générique du dernier rapport de situation pour 2025 se prête parfaitement à un petit retour en arrière. Voici la ligne de front approximative de décembre 2025, donc en gros d'aujourd'hui, et voici la ligne de front du 31. 31 décembre 2024, il y a un an. Voyez-vous une différence ? Regardez bien les deux images. Je vais peut-être les mettre côte à côte et vous laisser quelques secondes pour les observer, donc c'est vraiment minime. Des différences existent entre Donetsk et Louhansk. En 2024, y compris la Crimée, 18,52% de l'Ukraine était occupée, et aujourd'hui c'est 19,24%, donc 0,72% de l'Ukraine ont été occupés en un an. Cela semble peu, mais en termes de pertes, c'est différent. Je me réfère uniquement au ministère ukrainien de la Défense, avec évidemment un certain biais. Néanmoins, elle reste toujours plus précise que les informations russes. Ils évoquent une différence d'environ 18 316 pertes russes. Cela signifie que pour 2025, plus d'un tiers de toutes les pertes ont été subies du côté russe. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que les pertes de chars, avec 1813 unités, représentent un niveau extrêmement bas. De même, 3815 véhicules blindés sur un total de 23 845 représentent aussi très peu pour cette année. Mais cela s'explique par le fait que les Russes en utilisent à peine. Au lieu du BMP ou du BTR, nous voyons beaucoup de véhicules civils, de 4x4 et de chevaux sur le front. Selon cette logique, et c'est ce que nous constatons maintenant, les pertes de véhicules non blindés ont plus que doublé, passant de 32 626 à 72 247. Cela signifie donc que les pertes de 2025 étaient supérieures à celles de 2022, 2023 et 2024 réunies. Les navires de guerre restent inchangés. Le nombre est resté à 28, la flotte noire ayant été déplacée vers des ports éloignés pour éviter les attaques ukrainiennes. Mais un sous-marin a tout de même été touché. Nous constatons donc près de 420 pertes contre 0,72 pour l'Ukraine. Mais il ne s'est pas passé des choses seulement là-bas, il y en a aussi eu sur la chaîne. Nous avons organisé de nouvelles collectes, récoltant plus de 130 000 €, dont environ 60 000 cette année. Nous avons sauvé de nombreuses vies, vécu beaucoup de choses et nous avons aussi beaucoup grandi. Donc la communauté, car c'était au montage rédactionnel de Tactique, caméra. Les finances et le reste de l'équipe, c'est toujours seulement moi, même si j'aimerais vraiment changer ça l'année prochaine, mais je ne peux pas me le permettre. Grâce aux revenus, la légendaire équipe d'Algues est vraiment devenue présente cette année et fait désormais partie intégrante de la chaîne. Tout aussi indispensables sont environ 300 membres de la chaîne qui, grâce à leurs contributions financières, mettent à couvrir les frais de la chaîne et reçoivent en échange quelques avantages. Un grand merci au lieutenant-colonel Renek, Robert Ziller et Dietrich. Nous avons atteint près de 14 millions de vues, 1,3 million d'heures de visionnage et franchi des étapes clés pour 60
Et tout cela grâce aux 18 753 nouveaux abonnés gratuits qui donnent un poids considérable à la chaîne. Comment cela va-t-il continuer l'année prochaine ? Tant que la guerre le permettra, je continuerai à vous informer chaque jour, brièvement et clairement. Cependant, les vidéos les plus populaires ne sont pas des rapports de situation, mais traitent d'autres sujets. Nous constatons aussi qu'entre les rapports, un nouveau sujet est parfois abordé. Cela se reproduira l'année prochaine, comme je n'ai pas l'intention de désactiver la chaîne même après un traité de paix, n'est-ce pas ? War Tactic a été créé en 2022. En fait, il y avait sur Instagram de nombreuses pages qui diffusaient chaque jour de petites informations, partageant ici et là un fait intéressant en quelques lignes. Mais aucune page ne faisait cela pour le domaine militaire et l'histoire, d'où la création de War Tactic. Au début, tout était en noir et blanc comme ça, puis le logo et le design ont changé. Et puis encore une fois, et puis une autre fois. Et après avoir atteint les 1000 abonnés sur Instagram, la carrière YouTube a aussi commencé. Là-bas, des vidéos dépassant une simple publication Instagram ont été publiées. Et à côté, j'ai aussi commencé à couvrir les événements en Ukraine et à en informer quotidiennement. Cela s'est produit surtout après un échange de lettres entre moi et la responsable de la publicité ou son bureau. Les anciens spectateurs savent de quoi je parle. C'est cela qui a transformé la chaîne grâce aux spectateurs et l'a rendue telle qu'elle est aujourd'hui. Merci encore de votre présence aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment parlé. Regardons un peu les quelques choses qu'il y a à rapporter aujourd'hui du front. Moscou est un bel endroit pour admirer le feu d'artifice ce soir, car la ville connaît des coupures de courant. Depuis environ 13 heures, plusieurs quartiers et banlieues sont touchés. Un autre feu d'artifice est visible à Tuapse. La raffinerie a encore été frappée et un dépôt de pétrole brûle aussi à Rybansk. Des nouveautés apparaissent sur l'attaque présumée contre la résidence de Poutine. Trump est toujours contrarié, mais il admet qu'il n'y a aucune information des services de renseignement sur une telle attaque, mais que Poutine l'a personnellement appelé pour l'en informer. Cela a bien sûr de nouveau fait beaucoup de bruit, puisque tout le monde sait qu'il est un menteur professionnel. De plus, le Kremlin refuse de fournir des preuves. Un classique du Nouvel An, non ? Mikhail Daïvka est tombé. Je vous ai dit il y a une semaine dans le rapport de situation que cela se produirait cette année. Et voilà, j'avais raison, ou plutôt, j'ai eu de la chance que l'Ukraine ait confirmé cette information aujourd'hui. Car la nouvelle année n'est plus qu'à quelques heures, et donc ma prévision n'aurait pas été correcte si on avait vérifié plus tard. Ce changement concerne-t-il aussi la carte Deep State, gérée par les Ukrainiens ? La situation y devient critique. Nous avons récemment vu que les Russes sont entrés à Andreevka. On pourrait presque dire qu'ils sont venus pour reprendre la ville, car cet endroit avait déjà été occupé par les Russes auparavant. Ici, à Oleksivka, les Russes ont également réussi à reprendre complètement le quartier sud de la ville ces derniers jours. À Andreevka, comme je l'ai dit, la situation n'est pas encore tout à fait claire, mais nous savons qu'ils ont réussi à progresser jusqu'à environ la moitié du centre du village. La pression monte aussi ici à Kintrativka. La conquête de Nodaïvka n'améliore pas la situation et accroît la pression sur Warachine. Voir tout cela sur la carte est frustrant pour les Ukrainiens. Comme je l'ai dit, ils ont pris une zone près de Koursk. Nous retrouvons ici les noms des localités, c'est presque aussi vaste que le Land de Berlin. Et maintenant, après leur retrait assez rapide, ils ont permis aux Russes d'établir ici une petite zone tampon que les Ukrainiens n'ont pas pu reprendre jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, ils ont essayé de reprendre ces localités ici. Ça avait l'air très bien. Il semblait même qu'ils avaient ici la chance de couper et de réduire à nouveau la zone de quelques kilomètres carrés. Le problème, c'est que après avoir conquis les premiers villages, ils ont continué à attaquer plus loin. L'élan était fini. Ils étaient vraiment presque bloqués. À Oleksivka, seulement la moitié des villages a été prise. Et puis c'était fini. Novo-Mykolaïvka a été conquise une fois par les Russes, puis reprise par les Ukrainiens, et maintenant, elle est de nouveau aux mains des Russes. Nous voyons donc, avec le déplacement vers les grands champs de bataille principaux du front de l'Est, cette région a été largement négligée et les Russes en profitent maintenant à nouveau pour reprendre les localités. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne année, merci beaucoup pour votre soutien constant et d'être présent presque tous les jours. Ainsi, pour la dernière fois en 2025, je prononce ces mots de conclusion bien connus. Merci à tous les abonnés, membres et à l'équipe Algo. Merci spécial à l'Oberstleutnant Rennecke, Robert Silla et Dietrich. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.